Bonsoir tout le monde, bienvenue. Waouh, ça fait plaisir de voir une si belle et diversifiée audience. Alors, merci d'être là. Au nom du Centre de l'entrepreneuriat Poly-UDM, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue. Alors, je m'appelle Nada Zogheb, je suis nouvellement nommée directrice générale du centre. Alors, soyez indulgents avec moi, c'est ma première prestation publique. Vous savez, le Centre a pour mission principale de développer la culture entrepreneuriale auprès des étudiants universitaires et des diplômés, notamment à travers nos divers parcours, et ce, afin de les sensibiliser au merveilleux monde des affaires et des secrets de la commercialisation. Nous sommes là aussi pour soutenir nos professeurs-chercheurs avec leurs belles innovations. Depuis 98, je te laisse Géraldine gérer. Depuis 98, nous avons remis plus de 1,9 million en prix et avons soutenu plus de 350 projets d'entreprise. Alors, ça va bien et le meilleur est à venir. Nous sommes fiers de nos accomplissements et nous assurons que nous avons encore beaucoup d'idées et on va accomplir beaucoup de choses avec toute l'équipe. Suivez-nous, plusieurs événements qu'on a souvent, des conférences, des lunch and learn. Ils vont être toujours affichés sur nos réseaux sociaux. Alors, je vous suggère, des fois, il y a des sujets qui peuvent intéresser tout le monde. Ce serait bien agréable de vous suivre. Alors, la thématique de notre événement ce soir, l'entrepreneuriat et la santé mentale. Parlons-en. C'est un sujet qu'il faut mettre de plus en plus en avant-plan. C'est un sujet qui touche un entrepreneur sur 2. D'après les récentes études, 46% des entrepreneurs canadiens estiment que des enjeux de santé mentale nuisent à leur capacité de travailler. 3 sur 5, donc à peu près 62%, se sentent déprimés au moins une fois par semaine selon une étude de la BDC, la Banque de développement Canada. Voilà certains éléments que j'ai pu tirer d'un article, merci Géraldine, qui a été dans Le Devoir en date du 21 octobre, donc cette semaine, par Monsieur François Normand. C'est impressionnant et ça fait peur. Dans une société de performance comme la nôtre, la maladie mentale demeure un tabou encore, plus dans le milieu des affaires et de l'entrepreneuriat. Pour cela, notre thématique est d'une pertinence, mais aussi pour combler ce besoin d'en parler. J'aimerais remercier nos panélistes, Nicolas, Laurence, Francis, Marie-Ève et notre animatrice Marie-Josée. Merci d'être avec nous ce soir pour nous parler de vos parcours, parce que je pense que quand on a des cas réels, qu'on en parle, ça va faire sortir tous ceux qui en ont et oser dire « j'ai besoin d'aide ». Sans plus tarder, permettez-moi d'introduire Madame Marie-Josée Larreau, notre animatrice de la soirée. Elle a plus de 20 ans d'expertise dans le domaine de la créativité et de l'innovation. Elle est spécialisée dans le développement d'événements corporatifs stimulant l'idéation, la réflexion stratégique, le changement de culture et la collaboration. Elle a écrit plusieurs articles, elle a donné des conférences et a animé des formations. Marie-Josée est aussi fondatrice d'Innovlab pour la création des formations et des événements inspirants qui contribuent à l'amélioration de la créativité, de l'innovation et de la collaboration. Marie-Josée, à toi le micro, à toi de t'amuser, mais griche pas s'il te plaît. Bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup, Nada, pour la présentation. Donc, on a vraiment en direct, vous êtes témoins, on peut tester notre niveau de stress, même nous, au niveau des panélistes. Donc, ça va être vraiment là comme un test de gestion de stress en direct. Donc, je m'appelle Marie-Josée Larreau, comme Nada m'a présenté. Je suis fondatrice et présidente de Innovlab. Donc, aujourd'hui, je suis vraiment concernée par la discussion puisque moi-même, je suis entrepreneur. Entre autres, chez Innovlab, nos axes principaux, je dirais, c'est la créativité, l'innovation et la collaboration. Mais plus je travaillais avec des entrepreneurs, avec des grandes entreprises, plus je me rendais compte, en fait, que quand les milieux étaient trop stressés, trop toxiques, c'était très difficile de commencer à parler de créativité. Alors, c'est comme ça que je me suis intéressée au stress. Et comme je suis professeure de yoga, eh bien, j'ai inclus à mon offre aussi une partie sur la gestion de stress, la pleine conscience au travail. Et je vous parlerai peut-être tantôt parce que chez Innovlab, on a parti un jeu de cartes qui s'appelle État et qui invite à la pleine conscience au travail. Donc, on pige une carte au début de la semaine et ça nous aide à gérer nos pensées, nos émotions, à entrer en contact avec les autres et aussi à établir de meilleures relations avec nos collègues et notre environnement. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis extrêmement
fière, contente et heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour parler de ce sujet-là qui me tient profondément à cœur. Je pense qu'on passe tellement d'heures au travail que plus on arrivera à y être bien, à être heureux, eh bien, plus le monde va bien se porter et ensemble, on pourra créer un monde meilleur. Bon, alors, avant d'en dire davantage, j'aimerais présenter nos panélistes. Donc, on a la chance d'avoir un super panel et j'espère que mon micro va tenir le coup parce que sinon, vous allez voir en direct vraiment de la gestion de stress. Donc, j'inviterai dans un premier temps Nicolas Cournoyer, qui est cofondateur de Pique-Nique électronique et de Igloo Fest, à venir nous faire une courte présentation. Applaudissez, s'il vous plaît, Nicolas. Bonsoir tout le monde, ça va bien? Oui. Sur une échelle de 0 à 10, vous allez à combien? Tabarnouche, il y a du monde en forme. Excellent. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent les événements Pique-Nique électronique et ou Igloo Fest? Oui. Lève la main. OK. Qui est déjà venu? Parce que ça ne veut pas dire que vous le savez que vous êtes venu. C'est bien, c'est bien. Alors, je me présente rapidement, Nicolas Cournoyer. Oui, je suis un des cofondateurs des deux événements. Pour ceux qui ne connaissent pas, Pique-Nique électronique est un événement qui existe depuis 17 ans au Parc Jean-Drapeau. C'est un événement hebdomadaire estival, donc du mois de mai jusqu'à la fin septembre, à tous les dimanches. On fait venir des artistes de musique électronique d'un peu partout dans le monde. Les gens viennent danser, pique-niquer, avoir du plaisir. C'est un événement qui est diurne, qui peut avoir entre 5 000 et 10 000 personnes par semaine. Ça, c'est le premier élément. Igloo Fest, c'est le pendant hivernal. On a vraiment transposé le concept du pique-nique en plein hiver. Ça se passe au Vieux-Port de Montréal, sur le quai Jacques-Cartier. Encore là, on fait venir des artistes et on est plus en mode de soirée. Puis on fait venir des artistes aussi de musique électronique. Les foules peuvent... parce que là, on est juste les jeudis, vendredis, samedi soir. En soirée, et on va avoir encore là entre 3 000 et 10 000 personnes par semaine qui viennent danser. Je suis originaire de la chic région de Sorel-Tracy, de Saint-Joseph de Sorel. Je sais pas s'il y en a dans la salle. Une ville industrielle, mais où il y a beaucoup d'entrepreneurs. Je suis fils d'entrepreneur, mais ça n'a pas été ma voie tracée dès le début. Je suis un ancien de l'Université de Montréal. J'ai fait un bac en droit. J'ai pratiqué le droit criminel pendant 5 ans avant de défroquer et me lancer en événementiel. Fait que donc, la maxime est toujours vraie. Le droit mène à tout, pourvu qu'on en sorte. Fait que c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai d'abord fait mes classes au Festival de jazz aux Francophonies de Montréal. Et c'est pendant que je travaillais quelque peu l'été qu'on a décidé de partir l'événement Pique-Nique, qui a commencé vraiment tout petit, mais qui a pris de l'ampleur. On est quatre amis mélomanes qui avons fondé l'événement. C'était un passe-temps pour avoir du plaisir. On voulait sortir la musique électronique de son milieu naturel qui était davantage la nuit, dans les raves, les after, le rendre accessible un petit peu plus sain dans un cadre champêtre et diurne. Et ben ça a commencé tout petit parce que les premières années, on avait peut-être 300 personnes, mais ça a pris de l'ampleur au fil du temps, de sorte que l'événement maintenant, on vient de faire notre 17e saison, on a eu 160 000 personnes qui sont venues au Parc Jean-Drapeau. Donc, très bonne saison. Évidemment, pendant ces 17 années-là, vient un lot de stress, de développement dont on va parler un petit peu plus tantôt. Mais oui, il y a la maxime aussi pour les entrepreneurs, prends pas ça à l'heure, prends ça à cœur. Parce que c'est beaucoup de travail. Si tu commences à compter tes heures là-dedans, ben t'es pas dans le bon domaine. Il faut qu'il y ait de la passion, il faut travailler fort. Puis à chaque étape, il y a d'autres défis, il y a d'autres trucs, il y a du stress, il y a des obstacles, il y a des fois des chutes. Mais l'important, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Et donc, on se parle sous peu. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, maintenant, j'inviterai Laurence Dumont, qui est PhD du Centre d'études sur le stress humain, à venir nous présenter rapidement ce qu'elle fait. Oui, parfait. On apprend. Parfait. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, Laurence Dumont, comme Marie-Josée, il y en a deux Marie, donc comme Marie-Josée l'a dit, je suis présentement chercheur postdoctoral au Centre d'études sur le stress humain. Donc, le nom le dit assez bien, ce qu'on étudie, c'est ça. C'est ça, puis c'est vous autres. Donc, on s'intéresse autant au stress au travail qu'au stress chez les enfants, qu'au stress des réfugiés, vraiment tout le stress de l'être humain.
Et puis, moi, je suis là aujourd'hui d'un côté, oui, pour le côté scientifique, mais aussi parce que je suis une ancienne entrepreneur. Donc, j'ai eu ma compagnie de consultation pendant quelques années. Je suis retournée à mes vrais amours professionnels qui sont la recherche et l'enseignement. Mais donc, je parle aussi d'un vécu dans lequel donc j'ai pu voir et accompagner aussi des amis entrepreneurs qui ont vécu les débuts. Donc je suis pas juste là pour vous donner des pourcentages des études, je suis aussi là pour vous jaser d'expérience personnelle. Le stress, on voit souvent ça comme étant quelque chose de négatif, mais en fait, c'est quelque chose qui est nécessaire à notre survie. Je vais vous faire un cours de stress 101 en 2 minutes et quart. Donc, c'est quelque chose qui est nécessaire à notre survie. Sans stress, on meurt. Puis le stress, à court terme, c'est ce qui nous permet de réagir plus rapidement, de prendre des meilleures décisions, d'avoir un focus plus intense. Puis, de l'autre côté, ben s'il reste à long terme, c'est ce qui va nous amener à développer des maladies autant physiques que mentales. Donc il y a 2 pans au stress, puis on va en parler pas mal plus pendant le panel aussi, mais le stress est inévitable, puis ce qui est important, c'est de savoir comment l'utiliser au quotidien. Donc je vous dis, il y a un mini cours sur le stress 101 en 2 minutes et quart, on peut passer à la prochaine slide. Quand on parle du stress, il y a 4 éléments qui caractérisent tous les stresseurs, qui sont le manque de contrôle, l'imprévisibilité, la nouveauté, puis la menace à l'ego. Si vous pensez à tout ce qui vous stresse dans votre vie, sauf si c'est un autobus qui vient de vous foncer dedans, là, mais tous les stresseurs psychologiques et sociaux vont avoir au moins une de ces composantes-là. Puis quand on est capable de les décortiquer selon ces ingrédients-là, ça nous permet d'avoir des solutions, puis de mieux comprendre nos stresseurs pour reprendre le contrôle sur ces stresseurs-là. Donc, ça se peut qu'on en reparle un petit peu de chacun de ces ingrédients-là. Donc, ça se peut que ça fasse partie de notre vocabulaire un peu aujourd'hui. Et puis, je vais laisser la parole à la prochaine personne. Merci. Merci beaucoup, Laurence. Donc, maintenant, j'inviterai Francis Beaulieu, qui est cofondateur de Founders Mental Health et aussi de Talent for AI. Hello. Excusez les anglicismes, on travaille sur la version française de tout ça, là. Donc ça, mon nom est Francis, je suis entrepreneur depuis 1998, bipolaire, diagnostiqué lorsque j'étais en jeune vingtaine, j'ai envoyé foutre tout le monde, donc je me dis je prends pas de pilule, je suis normal, donc j'ai vécu ça pendant 20 ans jusqu'à temps que je fasse une crise et donc c'est ça. Donc je suis traité depuis une dizaine d'années. L'idée là-dedans, c'est qu'on sait jamais qui vient, c'est un peu le dilemme de la poule et l'œuf dans mon cas, parce que l'entrepreneuriat est quelque chose qui me stimule énormément, puis en même temps, on sait jamais quelle est la part d'une possible maladie mentale ou bien non, tout simplement un enthousiasme complètement débordant pour un sujet que tout le monde se fout, mais c'est pas grave. On est une compagnie que les gens, on est seuls à voir le potentiel, mais bon. Donc, dernièrement, c'est ça, j'ai créé Talent for AI, en gros. Tout simplement, c'est une plateforme qui permet de matcher les stagiaires en intelligence artificielle avec des industriels. Mais le plus bel accomplissement pour l'instant je vous dirais de 2018 à début 2019, c'est Founders Mental Health. Pour avoir vécu un épisode l'été passé, même si je contrôlais médicamenté depuis une dizaine d'années, il y a eu tantôt Laurence parlait de stress, une très grande accumulation de stress qui a fait que j'ai complètement craché. Je me suis ramassé en Inde. Bref, j'ai lâché ma copine, mais elle m'a récupéré, c'est bien, ou j'ai récupéré. I don't know. Ouais. Puis ce qui était important là-dedans, c'est que j'ai réalisé que ça pouvait être difficile, mais j'ai surtout réalisé que j'étais vraiment loin d'être seul. Donc c'est là que l'idée de le côté Founders Mental Health que j'essaie de mettre en place, puis Laurence, c'est une perle parce qu'on travaille ensemble là-dessus, puis c'est vraiment, ça me tient beaucoup à cœur. C'est pas une compagnie, c'est pas un truc business, là. C'est vraiment tout simplement pour la mission première, c'est de déstigmatiser la maladie mentale auprès des fondateurs d'entreprises, cofondateurs, mais aussi autour de l'environnement immédiat. Parce que, comme moi, actuellement, pour Talent for AI, on est 3 associés, un 4e qui s'embarque avec nous bientôt. Donc, on est en ronde de financement. Donc, on a des gens qui mettent beaucoup d'argent dans notre société. La pression monte beaucoup. Donc, le stress constructif, faut qu'il reste constructif et tout. Mais la situation dans laquelle nous sommes actuellement, je dois faire preuve de beaucoup de lucidité et le meilleur médicament que j'ai trouvé pour l'instant, c'est de m'entourer de gens qui peuvent me complémenter là-dedans. Donc, dans cette aventure-là, Founders Mental Health, c'est vraiment pour parler haut et fort dans un contexte où il y a une sécurité de discuter, où on n'est pas gêné d'en parler parce que
j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus me voir un peu en cachette. Ah, moi aussi, j'ai fait une dépression, je suis bipolaire ou un truc comme ça. Mais jamais le dire tout le monde sans s'inventer. Il faut faire attention parce qu'il faut pas tomber dans ce panneau-là. Mais donc, je trouvais ça important de mettre ça en place et grâce à Laurence. Et aussi, est-ce qu'il y a des investisseurs par hasard dans la salle? Parce que le prochain problème qu'on va s'adresser, c'est Investors Mental Health. Parce que si le côté santé mentale pour les entrepreneurs, c'est tabou, je vous dis même pas pour les VC. Donc, ce serait... tantôt, je voyais un gros mammouth, là. C'est le gros mammouth dans la place qu'on a. Donc, ce soir, on parlait un peu d'expérience et tout. C'est certain que moi, je vais avec un N égale 1. Donc, ma représentativité statistique est assez moyenne. Surtout que j'ai lâché l'école, là, c'est première année de cégep. Donc, je suis pas très mathématique et études et tout, mais sauf que j'ai une réalité qui, je pense, qui peut aider certaines personnes à bien... au moins l'exprimer. Puis je pense que si on commence à parler un peu de la santé mentale, c'est déjà un pas dans la bonne direction. C'est pas, comme je disais, c'est pas de glorifier la santé mentale, mais c'est une réalité avec laquelle on vit à tous les jours, et une réalité avec laquelle les gens autour de nous vivent avec nous, puis on sait jamais des fois la part des choses, elle est où, parce que c'est assez flou. Donc, on en reparlera tantôt. Merci, Francis. Donc, je vais maintenant inviter Marie-Ève Champagne, qui est fondatrice de Nucléi RH Conseil, spécialiste en santé, sécurité et mieux-être au travail. Hey, j'ai pas de clap, moi. Un, deux, OK. Bonsoir. Bon, maintenant que j'ai mes claps, ça va mieux. Des entrepreneurs dans la salle? Ouais. Hey, salut Timothée. Pourquoi? Pourquoi être entrepreneur? Oh, c'est une belle question, hein? Est-ce que ça peut être parce qu'on ne fit pas dans le moule du monde du travail? Est-ce que ça peut être parce que, comme François Lambert le disait, on a une mission, on est investi, on a des rêves, on a des idées, on a une solution? Pour moi, ça a été la réunion de ces deux points-là qui a motivé mon départ en affaires. Je me retrouvais plus dans un monde du travail qui est en constant changement, qui est pas capable de s'adapter à ce changement-là, puis parce que je suis une chercheuse de solutions. Moi, je suis tombée dans l'entrepreneuriat comme on tombe dans la potion magique. J'en suis ressortie plus forte, puis j'en suis ressortie plus résiliente. Par contre, comme mes collègues l'ont illustré, c'est aussi quelque chose qui peut nous brûler les ailes. Et c'est pour ça que j'avais hâte de vous en parler. Bonsoir, je m'appelle Marie-Ève Champagne, je suis spécialiste santé, sécurité, mieux-être en milieu de travail. J'ai fondé Nucléi RH Conseil il y a plus d'1 an et demi. On offre des services avec nos collaborateurs experts de santé, de sécurité et de mieux-être en milieu de travail aux entreprises. Pourquoi? Parce qu'en 2020, la deuxième cause d'invalidité à travers le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé, ça va être la dépression. Parce que les taux de burn-out sont affolants, parce que les taux d'engagement sont en dégringolade, parce qu'un Canadien sur 5 va être touché par des troubles de santé mentale dans sa vie, parce qu'un congé pour santé mentale coûte 2 fois plus cher et dure beaucoup plus longtemps qu'un congé pour santé physique. Vous l'aurez deviné, ma lunette à moi, c'est la santé sécurité au travail. Moi, j'aime regarder ce que l'entreprise peut faire pour garder ses employés en santé et à leur plein potentiel. Mes réponses, je les ai trouvées dans l'organisation du travail, dans les pratiques de gestion, dans le ciné, que j'aime bien parler, dans les saines habitudes de vie, dans la santé financière, parce que ça aussi, c'est un autre éléphant dans la pièce dont il faut parler. Puis pour ça, ça demande des innovations. Notre logo, que vous voyez pas, malheureusement, c'est l'abeille. Pourquoi? Parce que pour moi, la ruche, ça représente le milieu de travail qui est parfait. C'est un milieu qui fonctionne en autogestion. C'est un milieu qui est profitable pour tous. C'est un milieu, les abeilles sont structurées, organisées, résilientes, sociales. Puis, c'est un milieu où il y a des rôles, où les abeilles évoluent dans leur rôle et où la communication joue un rôle très, très, très important dans le support des opérations. QRH. Et pour partir une nouvelle ruche, on a besoin d'un nucléi. Un nucléi, c'est une nouvelle reine, un groupe d'abeilles, des rayons, un couvain. Donc, nucléi, c'est ça. C'est le point de départ d'une nouvelle ruche, d'une nouvelle façon de faire. Madame Laroux, je vous rends la parole. Merci beaucoup. Donc, on va plonger dans le vif du sujet. Marie-Ève vous a déjà demandé, on a pu voir qu'il y a quelques entrepreneurs dans la salle. Est-ce qu'il y a des étudiants dans la salle, des gens du corps professoral peut-être aussi?
Ouais, pourquoi pas. Mais mon micro est pas content. Non, là, c'est le vôtre. Ah, me faites pas des peurs comme ça. Donc, on va plonger avec une première question. Puis, je vais inviter Francis à y répondre. Peut-être qu'après ça, Nicolas voudra nous partager une expérience personnelle. Mais la question, c'est comment se porte la santé mentale des entrepreneurs au Québec? T'entends? C'est une grande question et j'ai pas la réponse parce que je connais pas tous les entrepreneurs du Québec. Par contre, le fait d'avoir démarré Founders Mental Health a ouvert beaucoup de discussions auprès de différents entrepreneurs, peu importe leur stade de développement. Il y a un élément quand j'ai décidé de me pencher sur la question de manière plus globale, puis un petit peu les statistiques ont été nommées au niveau de la surreprésentation de la maladie mentale auprès des entrepreneurs. À la fin de la journée, c'est peut-être une situation qui est relativement normale, ou pas normale, mais plutôt compréhensible, parce que on vit l'entrepreneuriat, il y a rien de naturel là-dedans. Donc il y a rien de naturel à passer des heures et des heures par semaine sur un truc qu'on sait jamais si ça va lever, qu'on se fait dire non par des clients, par des investisseurs, par des employés, par des cofondateurs. Donc, ça faut avoir, comme on dit, la coin dure pour arriver à passer par-dessus ça. Et c'est difficile un peu de voir est où la frontière entre la santé mentale et l'obstination ou peu importe ce qu'on va appeler au niveau de l'entrepreneuriat. La folie. Puis c'est vrai, c'est une folie entrepreneuriale. Puis je pense que ça, c'est un élément qui est intéressant. Mais au niveau plus général, c'est sûr, certain, j'ai lu énormément là-dedans. Si on parle, ne serait-ce comme tantôt on parlait du burn-out, du stress et tout. Mais la question que j'ai pas eu la réponse encore, c'est quelle est la part de l'entrepreneuriat dans la maladie mentale? Et c'est là que je pense que j'ai un truc que j'aimerais plus faire des recherches là-dessus, à savoir, qu'est-ce qui vient avant? Est-ce que le fait de développer des grands stress amène des déclencheurs? Ben, je suis certain que Laurence travaille beaucoup aussi à ce niveau-là. Mais les entrepreneurs avec qui je parle, et j'ai eu la chance d'être près du centre d'entrepreneuriat il y a quelques années. J'ai d'ailleurs connu Laurence, c'est ça? Oui, ouais, c'est ça. Avec lorsqu'elle présentait le projet dans Innovink et tout. Et je vois des gens que je vois il y a 3 ou 4 ans et aujourd'hui, et ils ont l'air un petit peu plus fatigués des fois. Puis, sauf que sont aussi épanouis en même temps. C'est comme tu disais tantôt, il y a tellement de bénéfices. À mon avis, on crée une richesse de la société en créant une entreprise. À mon avis, on crée des emplois, on crée beaucoup de sciences, beaucoup de choses autour. Mais ça vient au prix d'un certain stress. Puis je pense qu'on est capable de canaliser ça. Puis l'ensemble des entrepreneurs aussi. J'aimerais que la santé mentale des entrepreneurs en général s'améliore. Mais ça prend il y a quand même une réalité qu'on doit vivre, avec laquelle on doit vivre, et qu'on soit 3/4, surreprésenté au niveau de la dépression, du burn-out ou peu importe. Je pense que c'est pas là la question. C'est peut-être que non plus. Faut décider si on est un entrepreneur nous-mêmes. Est-ce que c'est juste parce qu'on voit des trucs à la télé ou on lit sur l'entrepreneuriat qu'on devrait être entrepreneur? Pas nécessairement. Mais l'idée est aussi de mettre en place, d'avoir une certaine lucidité envers soi-même, puis d'en parler autour de soi. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que si vous avez des difficultés, vous êtes vraiment loin d'être tout seul à avoir ça. Puis moi, quelque part, ça peut... La révélation de cette année, de dire qu'il y a tellement d'entrepreneurs qui pensent subir des stress ou qui ont vraiment déclenché une maladie psychiatrique, c'est-à-dire avec une médication associée éventuellement. Il y en a beaucoup. Est-ce que la situation empire ou s'améliore, à mon avis? Si on regarde ça sur cet angle-là, à mon avis, d'instinct, je dirais qu'elle s'empire. Par contre, je pense qu'il est temps maintenant de mettre en place des structures d'accompagnement de jeunes entrepreneurs au niveau des accélérateurs, des incubateurs ou des efforts comme au niveau du centre d'entrepreneuriat pour rééquilibrer un peu ça, parce qu'actuellement, on est très mal alpha. Oui, on est très, je termine là-dessus. La culture entrepreneuriale, la problématique, c'est qu'on est très mal alpha dans la même au niveau des entrepreneurs féminins. C'est une approche qui est très, 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 très alpha et qui veut cacher les faiblesses, alors que c'est vraiment l'inverse qu'il faut faire. Merci beaucoup, Francis. Donc, Nicolas, on aimerait entendre un peu peut-être d'une histoire vécue, puis peut-être que Laurence voudra rajouter un petit quelque chose sur ça. En fait, il y a une question de trait de caractère. Pour faire du pouce sur ce que tu dis, Francis, souvent les entrepreneurs, c'est des gens qui ont de la drive, qui ont cette passion-là que j'ai parlé tantôt. Je sais pas s'il est assez fort. Je pense que ça vient avec. Écoute, il y a des gens qui se lancent en entrepreneuriat puis qui n'ont pas le profil du tout, puis ils vont faire un burn-out à cause de ça. Mais je veux dire, présentement, moi, dans le ciné, là, je suis dans le contrôle. Je connais vraiment d'où je viens.
Je suis enfant d'une bonne famille, premier de classe, j'ai toujours réussi avec quand même assez de facilité. J'ai de la drive, je suis persévérant en travaillant. C'est de l'éthique de travail que j'ai eu de mes parents. Ils étaient pas workaholic, j'ai pas été induit dans une mauvaise veine, mais oui, j'étais quelqu'un de super persévérant, mais perfectionniste, très dur avec moi-même. Fait que donc, je pense dans mes traits de personnalité, j'avais déjà quelque chose qui était latent. Fait qu'en me lançant dans les projets, en fait, j'avais la fibre d'entrepreneur déjà au secondaire. J'organisais des parties, des voyages aux poissons des chenaux. Je veux dire, il y a rien que je faisais pas. J'étais impliqué dans la ligue de soccer. J'arbitrais, je coachais, j'étais président de la ligue. Bon, j'étais un peu pas hyper actif, mais je veux dire très impliqué dans ma. Ah oui, c'est ça. Fait que, mais puis le stress. Moi, j'étais un gars de dernière minute. Perfectionniste, des fois c'est ça le pendant. On est dernière minute, mais j'arrivais toujours à livrer. Mais j'ai réussi toujours à livrer jusqu'à temps que j'arrive au bout où je m'épuise puis que là, la machine a lâché. Parce que bon, on en parle, c'est tabou, hein, la maladie mentale, tantôt dans la présentation, je vous l'ai même pas dit. Une des raisons pourquoi je suis ici, c'est que j'en ai fait une dépression. Je l'ai faite en cachette, en plus, chez nous, tout seul, isolé. Bon, on en parle, c'est en 2005, là, ça a beaucoup évolué depuis ce temps-là. Mais oui, j'ai fait une dépression. Ça donnait où c'était un moment où, dans le travail, dans nos événements, où j'avais moins à sortir, je travaillais de chez nous, je me suis isolé. Mais j'ai fait une dépression quand même. Est-ce que l'entrepreneuriat a été la résultante? Ben, c'est sûr que ça n'a pas aidé, mais mon schéma mental, après ma barre, m'aidait pas là-dedans. Oui, j'étais super passionné, puis, tu sais, tu le vois pas, ça s'installe tranquillement. T'es pas malheureux, t'es pas à broyer à tous les jours. Sauf qu'à un moment donné, t'as une lourdeur qui vient au travail. Puis, ben, tu t'enlises tranquillement jusqu'à tant que tu te l'admets pas, tu t'avanceras pas. Ça, c'est un de mes constats, que moi, j'ai vécu là-dedans. C'est, je veux dire, t'as l'impression que tu t'éloignes, tu t'isoles. Moi, c'était quand même aller assez loin dans le sens où, non, j'ai pas consulté, mais j'ai même des difficultés à lire. J'étais rendu dans le niveau de concentration, c'était très loin. J'aurais dû consulter, être médicamenté, mais je l'ai pas fait. J'ai été chanceux, je m'en suis sorti. C'était long, c'était dur, ça a pris du temps parce que ça prend des années avant de t'en remettre, mais je veux dire, c'est cave. Faut pas le faire. C'est pour ça que j'aime mieux en parler pour que ça se passe pas, que les gens s'en rendent compte. Puis bon, ça arrive à plein de monde. Moi, ça partait de moi-même. Puis comme je disais, ce schéma mental-là, ben, il a fallu que je le brise. Tant que tu reconnais pas que tu as une problématique, tu peux pas avancer. Même si tu as des gens autour. Puis c'était drôle parce que moi, je cultivais cette dépression-là parce que là, je voyais le monde réagir, puis le monde n'était pas assez tête dans ce qu'il faisait, puis coudonc, comment se fait? Pourquoi moi, je me forcerais à être super rigoureux dans ce que je fais alors que les gens se forcent pas, alors que ma machine avait juste besoin que je lui donne moi-même un break. Fait que je projetais ces autres, mon mal-être. Fait que ça, dans les tabous, dans le contrôle, dans cette perfection-là, ben j'ai appris à me donner, de me pardonner, de me donner droit à l'erreur. Puis ça, c'est un long processus. Puis je veux dire, je pensais que j'avais le contrôle de ma machine. Moi, je suis un cérébral, un analytique, un introspectif. Je suis capable d'admettre mes torts. Mais à un moment donné, j'étais tellement dans ma machine. Puis le corps, c'est lui qui me parlait. C'est lui qui avait le contrôle de. Mais encore là, j'étais allé trop loin. J'étais dans un bout où la maladie mentale était vraiment très tabou. Puis j'espère que ça va changer. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, Laurence, peut-être un petit aspect scientifique, et puis après, on va passer avec une prochaine question. Moi, ce que je trouve intéressant par rapport à ce que vous venez de parler, les deux, c'est que c'est un peu pas un cercle vicieux, mais oui, c'est un cercle vicieux. T'sais. Est-ce que c'est l'entrepreneuriat qui amène la maladie ou la maladie qui amène l'entrepreneuriat? Ben, quand on est confronté à un nombre de stress très élevé, on va tous finir par briser, qu'on soit entrepreneur ou pas. Mais dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est un concentré de stress qui est tellement fort que, ben, nos failles sont plus exposées. Donc, il y a certaines personnes qui vont craquer d'une manière, d'une autre. Il y en a certains, comme toi, pour ton côté, c'est la bipolarité. Ton côté, ça a été la dépression. Moi, je suis passée proche d'un burn-out à un moment donné aussi. Donc, il y a des gens qui vont au contraire, tomber un peu plus dans les troubles anxieux, puis faire des attaques de panique. Donc, on a chacune, tout le monde, toutes vous autres, on a toutes nos vulnérabilités. Puis s'ils sont assez testés, on va briser. C'est normal. Puis c'est ça, être un humain. Donc, mais la particularité de l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est cette concentration-là. Puis cette survalorisation
du surtravail, puis cette absolue nécessité de pas montrer de failles, sinon on a l'impression que on va montrer que notre entreprise a pas des fondations solides, ce qui est faux complètement, mais il y a un tabou encore plus fort. Puis quand tu disais est-ce que c'est pire ou est-ce que c'est moins pire qu'avant, je pense que ça va devoir être pire encore avant d'être meilleur, parce que plus on va en parler, plus on va se rendre compte de l'ampleur du problème. Si on n'avait pas le droit d'en parler avant, c'est sûr qu'il y avait personne qui le disait, qu'il y avait personne qui montrait qu'il y avait un problème de santé mentale en étant entrepreneur. Mais plus ça va être déstigmatisé, plus ça va être accepté d'en parler, on va avoir l'impression que le problème va s'empirer. Ça veut pas dire qu'il va s'empirer nécessairement. Faut toujours garder ça en tête aussi. Merci beaucoup, Laurence. Donc, avec un petit axe, on a déjà un peu la réponse en tête, mais je vais inviter Marie-Ève à nous parler un peu de son expérience, parce qu'on se posait la question, est-ce que les entrepreneurs, dans le fond, sont plus à risque que les autres acteurs de la société? Si tu me permets, je vais juste rebondir ce que Laurence disait. Oui, avec plaisir. Je lisais un article il y a pas longtemps que la moitié des millénarios ont quitté un emploi en partie à cause de troubles de santé mentaux. Fait que c'est une génération qui va former 75% de la main-d'œuvre active en 2025. Eux, ils sont habitués d'en parler. Ils vont en parler, fait qu'on va en entendre parler. Attachez votre sucre. Puis moi, pour ma part, comme je le disais, moi, si j'étais restée en entreprise, c'était un aller simple pour un burn-out. Pour moi, l'entrepreneuriat, ça a été quelque chose de libérateur. Je suis solopreneur aussi. J'ai pas d'employé à ma charge. Mais ça me donne la liberté de dire, bon, ben, cette semaine, j'ai fait plus que mon 40 heures et là, c'est vendredi, j'arrête ça là. C'est terminé. Je te la bloque. Je peux le faire. Ouais. Et tu parlais aussi tantôt là, de l'indice de bonheur dans les petites ou les grandes entreprises. Oui, l'indice de bonheur au travail, dans le fond, quand on utilise le bonheur au travail, l'indice est le plus haut dans les entreprises de 10 employés et moins, et il est le plus bas dans les entreprises de 10 000 employés et plus. À mon avis, ça réfère à la notion de mission, de sens au travail. Dans une start-up, on a le collé sur le sens au travail, là. Tandis que dans une entreprise où, comme on parlait tantôt, de 500 personnes qui se demandent plus ou moins à quoi ils servent, ça aide pas. Et puis, je sais pas si vous voulez rebondir là-dessus. Dans quelques instants, on va aussi prendre des questions de la salle. On va vous demander que vos questions soient quand même courtes puis qu'elles soient d'intérêt général. On va être disponible après le panel si vous avez envie de discuter d'un truc plus personnel. Ça nous fera plaisir, en sachant que personne ici est psychologue puis qu'on sera pas là pour vous aider à régler votre problème. Mais on en discutera avec vous avec grand plaisir. Donc, commencez à préparer vos questions puis vous pourrez lever la main. Je vais me diriger vers vous dans quelques instants. Est-ce que vous souhaitez réagir un peu sur ce qui vient d'être dit à ce sujet-là avant qu'on passe à la prochaine question? Donc, on était sur est-ce que les entrepreneurs sont plus à risque que les autres acteurs de la société? Peut-être le prendre, là. On disait tantôt justement que l'entrepreneuriat, c'est un ramassis de stress un après les autres. Donc, on a beaucoup plus de risques. Puis, tu sais, quand on regarde, mettons, le contrôle que l'entrepreneur a sur son entreprise, il contrôle beaucoup moins de choses parce que son entreprise est en construction, il contrôle comment il la construit, mais il contrôle pas l'environnement dans lequel il est. Il y a encore plus d'imprévisibilité. On sait pas à quoi s'attendre dans 2-3 mois, encore moins dans 2 ans. Donc, les ingrédients du stress dont on parlait tantôt sont très forts. Aussi, tout ce qui est de la menace à l'ego, c'est ton bébé. S'il marche pas, t'es qui, tu sais? Donc, on va en reparler aussi probablement plus tard, mais comment relativiser ça puis utiliser en fait ces côtés négatifs-là pour les amener au côté positif. Donc, il y a moyen de voir ces stresseurs-là comme des challenges. Puis, si l'entrepreneur est plus à risque, puis quand tantôt Francis tu parlais des recherches qui ont été faites sur l'entrepreneuriat, ben on n'a pas tant de chiffres que ça. On sait beaucoup de choses sur la personnalité des entrepreneurs parce qu'on était comme ça doit être des personnes spéciales, on va étudier leur personnalité, mais pour avoir un portrait complet de l'entrepreneur, savoir qui est plus à risque que qui. Il y a de plus en plus de diversité en entrepreneuriat, fait qu'on peut commencer à l'étudier, mais avant, quand c'est 90% de gars blancs, c'était difficile de savoir qui était plus à risque. fait qu'il y a ça aussi là-dedans qui vient jouer. Donc, le monde de l'entrepreneuriat est en changement, donc le portrait de l'entrepreneuriat va aussi être en changement. Fait que je pense que c'est ça. Là, tu viens de peser un bouton très important. Tantôt, tu peux rappeler ton prénom? Ton prénom?
Allô, Jacob. On discutait tantôt, est-ce que l'entrepreneuriat, est-ce qu'il y a de la maladie mentale ou, par exemple, la fragilité mentale est différente en fonction d'un secteur d'activité? Par exemple, je fais du matériel, je veux développer je sais pas, un appareil quelconque, je dois le faire fabriquer, ou ben non, je fais du logiciel ou je fais du service. Et je disais, peut-être c'est pour regarder la problématique d'une manière très, très pas du bon angle. Parce que l'entrepreneuriat, c'est un parcours. Ce que vous pensez aujourd'hui, par exemple, si vous êtes à l'idée de l'entrepreneuriat, c'est pas les mêmes stress que vous allez avoir. Comme actuellement, moi, j'ai un stress énorme, mais qui est très stimulant, c'est la levée de fonds. Mais c'est une levée de fonds qui va être 1/10 de ce que j'espère lever dans 3 ans. Donc, le stress est très modulé en fonction de l'avancée. Avant, on parlait d'une série A d'investissement, on parlait de 2 millions. Maintenant, on arrive avec des séries A de 25 millions. Donc, ce qui fait en sorte que lorsque on commence, il vient une pression avec cet argent-là qui est pas le vôtre, que vous avez une responsabilité plus que morale, mais une responsabilité totale envers cet argent-là. Donc, d'embaucher des gens qui deviennent dépendants de vous, vous montez une équipe qui croit en votre projet. Et le stress, je peux pas dire qu'il grandit avec le temps, parce qu'effectivement, la réalité est plus grande, mais il y a peut-être aussi d'autres facteurs. Si vous allez vers cette direction-là, vous allez bien vous entourer. Comme moi, actuellement, moi, j'ai toujours été entrepreneur solopreneur, un peu comme toi, mais là, j'ai une boîte avec des associés, donc des cofondateurs qui doivent me supporter, que je dois supporter également, qu'on va pas à la même vitesse. Là, on a une réalité qui sera pas en toute la même dans 1 an ou dans 2 ans. Donc, je pense que il faut garder, en tant qu'entrepreneur, une lucidité par rapport à où vous êtes dans votre parcours et faire attention de pas surréagir sur des éléments ou sous-réagir encore là. C'est pas grave, on fera ça dans 2 ans. Non, il y a des éléments que vous devez, excusez-moi l'anglicisme, mais vous devez adresser tout le temps puis être très lucide dans votre cheminement. Mm-hmm. Mais du stress, il y en aura toujours. Écoute, nous, on a commencé, on était juste 4 amis quand on a commencé le projet de pique-nique. On faisait tout, on s'est séparés ça, on a appris sur le tas. On avait des amis qui sont venus nous donner un coup de main, les amis des amis. Ça a grossi avec le temps, mais bon, au début, c'est dans l'inconnu, puis bon, on organisait de la fête, on avait du fun, on avait dansé, c'était ça, mais c'est devenu, à un moment donné, un travail. Parce que la charge de travail a fait en sorte qu'on a abandonné nos jobs. Moi en événementiel, mais les autres dans leur domaine, pour se consacrer à ça. Ben là, c'est une nouvelle phase. Quand tu commences à engager du monde, oui, la responsabilité est pas la même. T'as un autre stress. Puis moi, je me souviens que on avait quand même une courbe de croissance qui allait somme toute bien. C'est sûr qu'on gère des événements extérieurs. Fait que je pourrais vous parler de météo, puis de stress, puis de perte de cheveux pendant un autre bout. Mais bon, ça a une incidence. Puis une année, ben on n'a pas été assez conservateur dans nos prises de risques. Il y a eu beaucoup de pluie. On a annulé 3 événements, puis on a encaissé une grosse perte. On était presque 1 an sans se payer les 4, mais on continue de payer nos employés. Tu vis avec tes cartes de crédit, puis là, tu payes, puis là, quand tu reçois de l'argent du pique-nique, tu rembourses un peu. Je veux dire, c'est d'autres stress. Après ça, c'est de structurer ton organisation, de la repenser. Et là, c'est une autre couche de stress. Parce que, ben oui, on prenait de l'ampleur, là, on a retrouvé une santé financière, mais après ça, c'est de dire, OK, on était ambitieux aussi, on a commencé à développer le projet international. C'est d'autres stress. On engage du monde, il y a des gens qui font partie de la machine. On va déléguer davantage, mais on est quand même dans le milieu culturel. On s'entend que on n'est pas en pharmaceutique ou dans des compagnies minières ou je veux dire justement les levées de fonds. C'est quand on a commencé pique-nique, si on a mis 500 pièces chaque, c'était pas pire. On était loin du 25 millions, mais l'argent qui rentrait, investissait dans le personnel, dans comment faire. Nous, le bonheur au travail est important depuis le début. Mais oui, on encaisse le stress, puis plus t'as de monde, plus il y en a, puis ben il y a toujours une prochaine étape, puis ben t'arrives pas nécessairement facilement à déléguer. C'est là que ta surcharge de travail arrive, puis que là, moi j'ai bien aimé, je sais pas s'il y en a qui ont vu l'article concernant le juge de la Cour suprême, le juge Gascon, de la Cour suprême du Canada. Il y a eu un épisode anxieux il y a quelques mois, c'est passé aux nouvelles, donné une entrevue à Yves Boisvert, puis il disait, ben moi j'ai toujours été un anxieux, mais à un moment donné, tu te rends compte que si tu prends quelque chose qui te prend 1 heure, t'en prends 2. Hein? Puis là, donc, tu commences à être moins efficace parce que tu as plus de travail, tu te mets de la pression, tu veux livrer. Ben, tu prends moins de temps. Qu'est-ce que tu fais? Tu coupes dans ton sommeil. Là, on pourrait reparler de toute l'hygiène de vie. À un moment donné, on va en reparler, mais
il coupait dans le temps. Fait que donc, il dort moins, il mange moins, il s'isole du monde, il essaie d'avancer, puis il devient de plus en plus improductif. Fait que ce stress-là, c'est pas parce que t'es juste en start-up. Oui, il y a des stress, puis ça peut être ça, mais ça peut être à n'importe quelle étape, parce que t'as toujours d'autres défis. Puis je veux dire, c'est pas vrai qu'il y a un moment donné, tu t'assois sur tes lauriers, puis que tu laisses aller ta business. Non. On regarde toujours, on est très regardant, mais bon, on est encore perfectionniste, là. Je vous dis, j'ai cassé la machine un peu, mais c'est ça, c'est peu importe. Puis oui, entrepreneur, mais dans n'importe quel domaine, si cette charge de travail-là est trop importante, ça va être les mêmes cycles. Mais oui, c'est clair que là, tu veux... Oui, il y avait de l'ego aussi. Tantôt, tu disais, je suis dans le cycle de contrôle, mais oui, tu veux que ça réussisse, tu veux bien faire. Mais à terme, c'est ça, faut pas que tu t'enlises là-dedans. Marie-Ève, tu voulais rajouter un petit truc avant qu'on passe à la prochaine question? Il y a la notion de récompense puis de reconnaissance. Quand tu es en entreprise, tu as une évaluation, tu as un boss qui va te dire, écoute, on s'est planté, mais good job. En entrepreneuriat, faut t'apprendre à te la donner toi-même, ta claque dans le dos, là. Il y a pas personne qui va te la donner parce que, ou t'as coup de pied. Parce que quand ça va bien, t'en entends pas parler. Quand ça va mal, c'est une autre affaire. Ouais, Il faut que tu apprennes à le faire toi-même. Excellent point. Et là, je vais amener Laurence à nous parler d'abord de comment est-ce qu'on perçoit le stress. Parce qu'elle nous a dit au début dans la présentation qu'il y avait une partie du stress qui pouvait être positive. Ça nous amenait à être plus focus, à être plus intense, à travailler plus fort. Mais quand est-ce que ça devient un levier? Quand est-ce que ça devient négatif? En fait, ça dépend de chaque personne. Puis ça, c'est vraiment important que vous en souveniez. Votre stress, c'est pas le stress de quelqu'un d'autre. Puis, on sait qu'il y a une relation, là, je vais vous faire un petit graphique dans les airs, là. Mais votre performance, c'est que c'est à la verticale. Puis là, je le fais pour vous, le fait qu'en miroir pour moi. Puis vos niveaux d'hormones de stress, c'est sur l'horizontale, là. Mais si vous avez pas d'hormones de stress, votre performance va être nulle. Ça monte, puis ça finit par descendre. Mais notre point en haut, là, c'est pas le même pour tout le monde. C'est vraiment pas le même pour tout le monde. Ce point en haut-là, c'est un point dans lequel on se rend compte que, comme je disais tantôt, on a une meilleure performance à court terme. On fonctionne bien, on est capable d'en prendre plus. Mais le problème, souvent, il vient quand justement c'est à long terme. Puis en entrepreneuriat, c'est rare qu'on va avoir ou qu'on va se mettre des délais clairs. Hey, mon rush, là, il va durer jusqu'au 12 novembre, puis ça va être fini après. Puis après ça, je vais récupérer. En entrepreneuriat, il y a toujours un peu plus, puis toujours un peu plus, puis rush après rush après rush, notre corps a pas le temps de récupérer, ce qui là fait que souvent les effets négatifs du stress vont embarquer. Fait que c'est pas tant la présence d'un stress, mais l'absence de stress qui fait que on n'est pas capable de reprendre le dessus. Et puis, donc, si y a un de vous deux ou de vous trois qui voudrait rebondir, allez-y. J'ai oublié l'autre bout que je voulais dire. Je suis peut-être soit pas assez stressée, soit trop stressée pour ma mémoire. Je le sais pas. Dans le fond, tu sais, là, on était un peu sur quand est-ce qu'on passe au niveau de performance. Moi, j'aime ça aussi appeler ça comme le flow, ou cet état-là où est-ce qu'on tombe dans un état où est-ce qu'on est comme au niveau de notre performance, où est-ce que tout coule. Est-ce qu'on pourrait comparer ça au flow? Ou tu sembles dire que c'est autre chose? Pas sûr. Mais en même temps, le flow, c'est tellement limité dans le temps. T'sais, on a tous déjà vécu ça, là, cette espèce de sensation-là. On perd la sensation du temps. C'est comme, hey, c'est déjà l'heure du lunch, voyons donc. Ouais. Donc, on perd la sensation du temps. On est complètement immersé. On perd la conscience de ce qu'il y a autour de nous. Ça, c'est un état qui est très momentané, dans lequel on a très peu de stress, en fait. Fait que c'est une espèce d'état différent dans lequel mais qui est presque impossible à créer sur demande. Alors que le stress, on va toujours l'avoir un peu. C'est facile sur demande de l'avoir. Donc, je vois ça comme deux étapes plutôt différents, mais en même temps, les deux sont nécessaires à bien performer. Donc, vraiment le côté là que il y a le fait d'inclure des pauses ou d'inclure des moments où est-ce que votre corps peut récupérer dans cette suite de sprints incroyables-là, c'est vraiment nécessaire pour que le stress ne devienne pas négatif. Donc, ouais. Est-ce que tu veux réagir peut-être, Nicolas, à ça? En fait, c'est la phrase que tu as dite avant qu'on commence. On fait beaucoup plus en 11 mois. Plus en 11 mois qu'on en fait en 12, ouais. Mais c'est important. Puis oui, je veux dire, si on prend des vacances, c'est pas pour rien. Ça prend des moments de détente. C'est pas vrai que, tu sais, je veux dire, si tu travailles 24/7, je veux dire que ça va aller mieux, que tu vas être plus efficace. Puis c'est là que je pense que le tabou est en train de se briser. Tu parlais tantôt des milléniaux.
il y a bien des gens qui chialent sur les milléniaux parce qu'ils veulent plus de vacances, veulent pas travailler, veulent avoir leurs vacances. Ben, je pense que c'est bon. Ça peut, oui, faire, vous m'excuserez les mots, ça fait chier du monde parce que c'est plus contraignant. Faut gérer, faut avoir une gestion qui est différente, qui est plus adaptée. Mais moi, je pense qu'on est sur la bonne voie. Parce que eux, ils se donnent le droit de partir en voyage, d'avoir des vacances, d'avoir des week-ends. Puis déjà là, si on commence là, la santé mentale générale va être meilleure. Puis je pense que c'est un point de départ. Puis ben c'est sûr que l'hygiène personnelle de vie, là, je veux dire, on se le disait tantôt, il n'y a pas personne qui est parfait encore. C'est pas parce qu'on en parle, c'est cordonnier mal chaussé. Il y a des bouts où on est meilleur que d'autres dans une année. Mais c'est important d'avoir cet équilibre-là. Puis moi, c'est drôle, je donnais l'exemple. Oui, le burn-out m'a permis de comprendre mes limites. Ça m'a aidé à détecter chez les gens avec qui je travaillais quand il y avait des vulnérabilités, puis de pouvoir le parler, puis essayer de les sortir. En même temps, tu es conscient de l'impact que t'as. Tu sais, il y a un moment donné, t'as cette drive-là, puis toi, tu dis, c'est pour ton bébé, mais t'entraînes du monde, puis tout le monde travaille comme des fous. Et si toi-même, tu te donnes pas cette pause-là, tu verras pas chez les gens, puis ça va pas leur donner ce break-là. Puis c'est quand t'avances dans le projet, puis que tu fais beaucoup avec les moyens du bord, tu vois qu'il y a du monde qui s'épuise. Oh, OK, c'est plus juste une question sur mon hygiène personnelle à moi, c'est sur les employés aussi. Puis c'est là que les entreprises, faut qu'ils avancent. C'est là qu'il faut qu'ils changent de méthode de faire, puis qui va permettre à ces gens-là d'avoir un meilleur équilibre. Moi, oui, j'ai connu mes limites. Je le sais à cette heure où je dois m'arrêter. Je le sais quand je suis encore vulnérable, parce que c'est pas vrai que quand tu fais une dépression que c'est fini, là. Ça te tue tout le temps. Parce que, veux pas, t'arrives à d'autres moments d'épuisement, mais je les reconnais, ces périodes de stress-là. Puis c'est drôle. J'expliquais aussi que, où j'ai commencé vraiment plus à décrocher puis à avoir un meilleur équilibre de vie, c'est quand j'ai eu un enfant. Alors qu'on se dit que oui, ça va être fou, je vais dormir encore moins, mais non. Moi, c'était mon équilibre pour moi, parce que c'était ma raison d'être de dire, OK, là, je peux décrocher du travail. J'ai quelque chose de plus important dans la vie. Ça m'a permis, tous les clichés sont vrais, hein. Ça relativise ta vie, ça passe donc bien vite, il grandit, c'est épouvantable. Mais moi, j'ai les premiers mois où le bébé fait juste manger puis faire ses besoins, moi, j'ai adoré cette période-là parce que c'était contemplatif, parce que je me suis arrêté, parce que j'ai décroché. Puis c'est là que, tu sais, on pourra parler aussi tantôt de la connectivité, là, les bébelles qu'on a dans nos poches là, ou dans vos mains, puis je veux dire, c'est dangereux. Tout le monde le sait, il en parle, c'est de plus en plus documenté. Mais si on n'arrive pas à décrocher de ça, je veux dire, on va augmenter encore plus. Moi, quand j'ai fait de la dépression, je me suis rendu compte que, que de toujours répondre à tes textos, à tes courriels dans la minute, je veux dire, c'est un danger, parce que tu crées des attentes chez les gens. Ils s'attendent à ce que tu vas être réactif à ce moment-là. Hey, bon, j'ai 47 ans, moi, il y a un bout, on n'avait même pas de téléphone, il n'y a pas de répondeur. Et si on rejoignait pas le monde, on ne rejoignait pas, je veux dire, ça répondait pas. Fait que pourquoi on se met cette pression-là? Non, je suis en réunion, je vais te rappeler plus tard. Mais si on se pousse toujours, là, on répond le soir, on répond la nuit, on se lève le matin, on regarde tout de suite les mails. Je veux dire, si on veut avoir une meilleure hygiène et équilibre de vie, il faudrait qu'on commence par ça. Se donner des pauses, arrêter, avoir une vie sociale, familiale, sociale, épanouie, décrocher, sinon... c'est ça. On va effectivement augmenter les statistiques. Merci, Nicolas. Je vois Marie-Ève qui veut réagir, puis après peut-être Francis aussi qui a le goût de rajouter un petit quelque chose. Ça revient à ce qu'on valorise. Faut arrêter de porter le badge de « je suis occupé, donc je suis ». Ouais, faut viser plus à être productif, donc je suis. Je parle avec des amis consultants. Ah, ça marche bien ton affaire? Ah oui, ça marche bien. Je travaille jusqu'à minuit à tous les soirs. Non, c'est une conversation avec toi-même que tu as besoin, là. Effectivement, occupé égale pas productif. Puis ça, c'est une valorisation de ça qui est malheureusement très au fait aujourd'hui. Moi, j'ai 2 cofondateurs qui pourraient être quasiment mes enfants, donc je suis plus vieux que toi. Je vis le clash de génération, et au final, c'est quelque chose qui est très positif dans l'organisation, parce que j'ai eu à vivre d'autres compagnies en tant que fondateur ou encore en tant qu'employé. Moi, je suis un très mauvais employé. Je suis comme toi. Non. Ce que je fais, c'est que il y a des bonnes choses qu'on est capable de créer. Actuellement, on crée une entreprise à partir de zéro. On crée un produit, on crée même une industrie. On essaie d'être de rupture en quelque sorte. Donc, on est en mode création. Puis ça, on peut dire ce qu'on veut à propos de grandes sociétés comme Google, mais ils ont amené de manière
à une grande échelle certains principes que je trouve intéressants, dont le fameux 20% de créativité. Ah oui. Je ne sais pas s'il y en a de vous aussi qui connaissez le développement agile, mais il y a un élément qui est intéressant là-dedans. Puis je le prends même pas en termes de productivité de développement logiciel. Je prends ça comme étant de garder du temps pour une équipe de penser des choses complètement en dehors de la boîte. Et c'est parce que nous, on fait des sprints de 2 semaines pour développer certaines fonctionnalités. Puis à tous les 3 sprints, on prend 2 semaines juste pour l'innovation. Donc, uniquement des choses qui n'ont aucun rapport. Si ça a le rapport, tant mieux. Puis, mais c'est pas le but. Puis moi, je suis le premier. Moi, je suis une personne très créative. Et si on me demande de créer pendant 4 ans la même chose, mais j'avais plus ça créer, ça devient une exécution. Mais cette partie-là, de se garder du temps à soi, je pense, là, où on peut s'accomplir dans un autre champ. Je vous cacherai pas que ça occupe beaucoup de temps dans une semaine, une start-up. Mais si on est capable de garder un aspect créatif là-dedans, je pense, à la fin de la journée, c'est très valorisant pour tout le monde. En fait, même ceux qui sont pas créatifs, on les amène dans des sphères qui sont très, très inconfortables au début, mais hyper, l'accomplissement est vraiment majeur. Oui, merci beaucoup, Francis. Écoutez, c'est fantastique. Vous faites déjà le pont vers notre prochain sujet, dans le fond, où est-ce que j'aimerais qu'on discute de l'équilibre, arriver à un équilibre qui est satisfaisant dans tous les aspects de notre vie. Puis on disait tout à l'heure, c'est Laurence qui disait ça me faisait penser à l'équilibre, en fait, c'est quelque chose qui est pas statique. Je parlais avec un acrobate des 7 doigts de la main qui s'appelle Samuel, un des membres fondateurs, et puis il m'expliquait que quand on est en train de tenir en équilibre, c'est d'être toujours en déséquilibre. Donc, en léger déséquilibre, c'est ce qui nous permet d'atteindre cet aspect-là d'équilibre. Donc, j'aimerais vous entendre, en fait, sur l'équilibre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Comment on peut parvenir à cet équilibre-là en tant qu'entrepreneur, puis dans, idéalement, tous les aspects de notre vie? Qui n'existe pas. Tu vas être plus balancé une semaine, tu vas l'être moins l'autre semaine, puis tu te casses pas la tête avec ça. Une des leçons d'entrepreneuriat que j'ai appris, moi, c'est de me laisser de la place pour les imprévus. Ouais. Parce que je remplissais mon agenda au quart de tour. Fait que quand il arrive un imprévu, ben, plus de place. Bon. Fait que là, on est tous débalancés. Ouais, moi, ça me permet d'atteindre un certain plus équilibre. Ouais. Pas d'autre. Aussi, comme tu disais, justement, l'équilibre, c'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose de dynamique, puis vos besoins en équilibre vont changer, puis c'est pas parce que une méthode marche pendant 6 mois qu'elle va continuer de marcher le restant de votre vie. Tu sais, on parlait tantôt que les défis d'entrepreneuriat changent tout le temps. Si t'es en démarrage versus si t'es en croissance, ton équilibre sera pas le même à chaque moment non plus. Puis, si vous me permettez de revenir sur le deuxième bout que j'avais oublié. Oui. Ça m'est revenu. En fait, c'est la différence entre le stress puis l'anxiété. Souvent, on pense que c'est la même chose, mais ça l'est vraiment pas. Le stress, c'est la réponse de notre corps à une menace qui est soit vraie ou soit perçue. Puis l'anxiété, c'est quand on se crée une menace dans notre tête. Donc, le stress, il est nécessaire, il est bon. L'anxiété, elle va toujours être là un peu, mais quand elle nous fait souffrir, elle est plus bonne. Donc, les entrepreneurs, de par leur créativité, de par leur innovation, sont des super créateurs de solutions. Ils vont trouver toutes les solutions, de la meilleure à la catastrophique. Ben, quand on est un anxieux, c'est pas mal plus souvent la catastrophique qu'on va avoir. Puis veut pas d'avoir différentes situations qui sont catastrophiques, ça nous permet comme entrepreneurs de prévenir les risques. Et ça peut être utile. Mais quand est-ce que cette anxiété-là est utile, puis quand est-ce qu'elle est pas utile, là, c'est vraiment difficile à dire. Si on n'a pas trop de responsabilités de nos employés, d'un projet, notre anxiété va souvent être sur nous-mêmes, mais quand notre anxiété est sur quelque chose dont on est responsable, là, c'est complètement différent. Donc, il y a une certaine part même de notre anxiété en tant qu'entrepreneur qui peut être utile parce qu'elle va créer des solutions aux problèmes qu'on imagine puis qui va nous préparer mieux. Mais c'est difficile de reconnaître justement quand est-ce que cette espèce de hamster-là OK, fait que là, si le client 1, il dit non, puis là, lui, il retarde de tout ça, comment est-ce que je vais arriver à payer mon... Ça, c'est de la rumination puis c'est de l'anxiété, mais elle peut être pertinente dans le cas de l'entrepreneuriat. Fait que là, c'est vraiment là, comme tu disais tantôt, que tu as appris à reconnaître quand est-ce que c'était trop. Ben des fois, il faut se brûler un petit peu pour savoir quand est-ce que c'est trop chaud. Puis, je vous souhaite pas de vous brûler la main au complet sur le rond de poil, là, mais vous allez, puis vous avez probablement tous et toutes déjà testé un peu vos limites là-dessus. Donc, ça fait partie de l'apprentissage. Puis, il y aura pas une entreprise sans souffrance psychologique, il y aura pas une vie sans souffrance psychologique non plus. Donc, ça va en faire partie de la game, mais il y a un moment où c'est trop. Puis c'est ce moment-là qu'il faut apprendre à reconnaître. Nicolas, autre chose sur l'équilibre peut-être? Ou?
Ben, sur l'équilibre, oui. En fait, je pense qu'il se développe de plus en plus, c'est le soutien aux entreprises. Francis en a parlé, puis on s'en est parlé avant. Il y a de plus en plus de ressources. On veut encourager l'entrepreneuriat. C'est important. Il y a des formations qui se donnent. Il y a de plus en plus de ressources. Moi, quand on a commencé le pique-nique en 2003, je veux dire, on est parti avec une idée. On n'était pas exposé à ça. On n'était pas dans le monde des startups. Il y a beaucoup d'incubateurs, d'accompagnateurs, d'accélérateurs. C'est important. Puis je veux dire, il faut parce que comme on se lance, puis il y a plein de choses qu'on sait pas, ben je veux dire, d'avoir des gens qui vont nous aider va accélérer le processus pour éviter un nombre incalculable de stress. Fait que ça, de bien s'entourer, d'être complémentaire, d'aller chercher des ressources, de s'intéresser, il faut les chercher des fois. Hein. C'est pas du tout cuit dans le bouche, mais c'est dans le bec. mais il faut faire ces efforts-là, mais ils vont être bénéfiques parce qu'effectivement, il y a des bouts de stress qu'on va sauver. L'autre chose qui est très importante aussi, c'est trouvez-vous des mentors. Investissez pour ceux qui sont plus avancés. Moi, je le fais de plus en plus parce que je sais que ça aide. Je suis mentor ou aide ou conseiller de plein de monde, que ce soit des anciens employés qui ont parti leur entreprise. Je fais du mentorat ici avec le programme des Carabins de l'Université de Montréal. Et je trouve que c'est important, ça peut aider. Puis des fois, ça va enlever tellement de périodes de stress. Puis des fois, c'est des petites questions là. Puis tu as juste besoin de te faire réorienter. Puis je veux dire, tu vas te sauver une semaine de stress puis d'insomnie. Fait que oui, cherchez quelqu'un qui peut vous aider, vous inspirer. Je pense, puis il faut aussi que le monde s'investisse. Ceux qui sont dans le milieu depuis plus longtemps, peu importe le milieu, je pense que ça se fait de plus en plus. Ça va aider à cet équilibre-là, stress versus vie professionnelle, vie familiale et tout. Tu es mon mentor? Hein? Parce que moi, quand je passe, ça fait des mois que je cherche des mentors. Un mentor, juste un. Je me suis fait dire non, je suis trop intense, t'es trop qualifié, t'es pas assez qualifié. Fait que vous êtes mon mentor. En direct, mesdames et messieurs. Pourquoi pas? Hein? Ben oui. Bien sûr, ben. Et voilà, ça c'est fait. Parce que tu as mis le doigt sur un élément majeur qui est des fois, mon Dieu, Rimouski est sorti. Des fois, on veut juste parler. Mm-hmm. On veut juste parler. La job d'un mentor, c'est quelqu'un qui écoute. C'est pas quelqu'un qui va poser des questions, quelqu'un qui va écouter. Parfois, ça prend quelqu'un avec cette distance-là, je pense, pour amener un certain équilibre, parce qu'on veut juste, j'ai juste l'expression en anglais, to vent, je sais pas comment dire. Juste enlever la pression, parler, puis se faire écouter sans juger. Je pense, ça m'a pris 49 ans avant de le savoir, là, mais t'as vraiment mis le doigt sur un élément de solution. Santé mentale ou pas, juste dans la vie en général, je pense que c'est important de bien vous entourer, puis un mentor qui est capable de vous écouter sans juger, sans vouloir dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, on appelle ça un coach, important. Mais quelqu'un qui peut vous écouter, je pense que c'est un élément majeur, puis ça va vous éviter de tomber dans des panneaux des fois parce que la personne va vous faire réaliser que peut-être que vous êtes dans une mauvaise direction, une mauvaise tangente. Donc ça serait un élément d'équilibre concret, là, pratico-pratique, là, d'avoir un mentor. Et c'est pas évident à trouver parce que c'est une relation qui est sur du long terme. C'est une relation qui est très sans jugement et c'est très, très difficile à trouver. Surtout lorsque la personne dit, lorsque tu as annoncé comme moi, je suis bipolaire, fait que la personne, elle dit, bon, est-ce qu'il c'est un trip, c'est un high, c'est un down? Ils ont eux-mêmes ont de la misère à départager où tu te situes dans ton cycle de bipolarité. Moi, je le sais pas mal, mais des fois, les gens ils voient un enthousiasme en étant du hype. Ça fait mal parce que tu sais que tu as le doigt sur quelque chose de vraiment cool. Mais non. Attends 3 semaines, ça va passer. Ça me tue. Marie-Ève, je pense que tu voulais continuer là-dessus un peu sur les ressources, peut-être? Ah, le soutien social, c'est tellement important. Ouais. C'est un facteur de protection qui est majeur. Nous, on est une communauté de consultants. On soutient entre nous. Quelqu'un a une question pointue, je peux appeler Mylène, comment ça fonctionne cette subvention-là. Je perds pas de temps. Quelqu'un ventilé, j'ai pas eu le contrat, Fanny. Mais bon, ça fait du bien d'avoir quelqu'un avec qui parler. C'est pas grave d'en avoir d'autres. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. ça fait du bien, mais puis oui, il y a des ressources qui existent, il y a des super beaux sites avec beaucoup d'informations parce que la santé mentale, faut en parler, puis
faut savoir, faut se donner un vocabulaire commun. Le ciné, c'en est un bon, mais de savoir c'est quoi un burn-out, de savoir c'est quoi une dépression, parce qu'avant de pouvoir aller chercher de l'aide, il faut se rendre compte qu'on a un problème. C'est pas juste dans notre tête. Ouais. Toi, tu parlais, Nicolas, que ta dépression, tu l'as vécu tout seul. Ben, peut-être à l'époque, si quelqu'un t'avait dit, hey, ça ressemble à une dépression, ton truc, puis t'as pas en avoir honte, puis tu peux t'en sortir parce que je m'en suis sortie moi aussi. C'est clair que ça a aidé. Puis en fait, il y a une année où je le savais là, que je n'allais pas bien. Je veux dire, que quand t'as plus de concentration pour lire, mais encore là, de te l'admettre, c'est la première étape. Le deuxième, c'est d'en parler. Moi, c'est là que je me suis auto-flagellé. Je me suis pas aidé dans mon processus. Je me suis auto-flagellé quand j'ai commencé à en parler. Tu sais, c'est le penser, le dire, le faire. C'est 3 étapes pour lesquelles tu dois passer au travers. Puis quand j'ai commencé à le dire, j'ai commencé à réaliser que ce que je devais faire puis vers quoi je devais aller. Puis c'est là que j'ai regretté de pas avoir consulté un psychologue, un professionnel de la santé, puis le faire. Fait que donc, c'est pour ça que oui, de parler, même si c'est pas avec un professionnel, ça peut aider. Tu peux ventiler, tu peux déconstruire. Puis c'est quand tu parles que toi-même, tu réalises des choses. Puis c'est là, comme tu dis, la job du mentor. Des fois, c'est juste d'écouter, puis tu poses des questions, puis l'autre se répond, la personne se répond elle-même. Une pensée que j'avais entendue il y a pas longtemps, c'est « Écoute-moi, faut que je me parle. » C'est bon. Donc, Laurence va ajouter quelque chose. Je vous inviterai aussi à préparer vos questions. Dans quelques minutes, je vais me retourner vers vous. Donc, pensez à ça, des courtes questions d'intérêt général. Oui. Vous parlez tout le monde parle de soutien social, puis vous mettez le doigt sur des points super importants, le non-jugement, le fait d'être capable de ventiler, mais de choisir son support social, c'est tellement important, puis d'en avoir un divers aussi. Tu sais, de se dire, hey, on est vendredi soir, là, je vais aller prendre une bière avec mon cofondateur, mais finalement, vous finissez par parler du contrat, puis, hey, le mot t'as dit client, as-tu vu qu'est-ce qu'il m'a dit? Ah ouais, le mot t'as dit. Vous finir par recenser, puis exactement, c'est finalement tu fais un meeting, donc de s'assurer de pas être en train de ruminer constamment ces problèmes-là, alors qu'on est en train d'essayer d'aller chercher du support social. Cette limite-là est difficile à trouver parce que qu'est-ce qui est d'apporter une solution, qu'est-ce qui est d'être pas dans le jugement, donc c'est toujours difficile. Mais quand tu travailles trop, tes amis, c'est ceux avec qui tu travailles. C'est ceux avec qui tu travailles, ouais. Exactement. Donc quelques conseils peut-être pour qu'on soit capable de mieux faire face là à ce stress-là. Ben peut-être sur le soutien social, terminer justement faire choisir les gens avec qui le soutien social, mais c'est tellement important quand on a acheté notre premier Plex, nous la panique là. Vous allez vous planter, vous allez vous ramasser dans la rue. Mais on avait des gens en immobilier autour de nous qui étaient comme OK, non, ben ça c'est bien, mais ce stress-là nous a permis de retourner à notre table à dessin, de retourner à nos calculs et de revenir mieux préparés. Ce qui à mon avis aussi est une autre clé, se préparer. Puis tu sais, si on parle d'entrepreneuriat, moi ma mère était à son compte dans les années 90, on n'appelait pas ça de l'entrepreneuriat, à ce moment-là on appelait ça le revenu d'appoint de la madame. Elle était toute seule, Internet n'existait pas, elle avait pas de support, elle travaillait quand on était couché, quand on était à l'école, elle a fait une dépression. Fait que moi, quand j'ai annoncé je pars à mon compte, ben là, tu vas faire une dépression. Non, attends un peu, là. Fait que de relativiser puis choisir à qui on parle de ces projets. D'autres petits conseils avant qu'on ouvre la salle pour prendre quelques questions? Moi, ce que j'aimais tantôt, Nicolas te dit, on est capable, mettons, moi, je l'ai vécu, je suis capable de déceler chez les gens autour de moi quand est-ce que ils sont un peu en danger. Est-ce que tu voudrais nous en dire un peu plus là-dessus, peut-être, sur comment... Je suis pas psychologue. Ben, en fait, tu le vois dans certains patterns. Comment les gens sont plus à la défensive, juste dans l'épuisement, dans la difficulté de trouver des solutions. On est en événementiel, d'habitude, c'est notre force, c'est le troubleshooting. Mais tu le vois dans l'épuisement, puis quand ton niveau sans pousser sur la performance, mais quand tu sens que la performance périclite, ben déjà tu as un indice. Ce que tu sais que d'habitude, bon, si tu connais bien tes employés, bon, nous on a quand même une certaine proximité. C'est sûr que quand tu as 10 000 employés, tu peux pas te déceler nécessairement, mais les gestionnaires ils sont supposés le faire. C'est si tu dénotes que, il y a des patterns, il y a de la défensive, t'es moins enclin au changement, tu connais aussi la personnalité.
si elle était super ouverte, puis oui, là, ce sont des indices. Puis maintenant, tu vois la fatigue, mais il faut que tu analyses, OK, c'est quoi le travail? C'est quoi sa charge? OK, c'est où ça bug? Est-ce que cette personne-là est capable de déléguer? Il y a vraiment tellement d'éléments, mais il faut être à l'écoute. C'est ça, il faut regarder, il faut se regarder. Tu sais, d'avoir une philosophie d'entreprise qui est juste la performance puis faire du cash, je veux dire, de nos jours, ça se peut plus. Hein? Je veux dire, c'est même plus viable, c'est même plus durable. Tu sais, je veux dire, dans toute la dynamique de développement durable, il faut aller vers ça, des entreprises qui sont beaucoup plus équilibrées. Mais il faut être à l'écoute. Si tu penses juste, si ton indicateur de performance, c'est juste le cash que tu fais, le pourcentage de rentabilité, ben, je veux dire, tu passes à côté. Puis non, à un moment donné, tu vas brûler ton monde, tu vas avoir plus de gestion, tu vas perdre du temps, ça va être un drame humain, là. C'est un drame social. À la base, là, le drame de la dépression, du burn-out, la maladie mentale, c'est un drame pour la personne qui le vit. OK? Faut pas le voir en entreprise. C'est un drame familial, social et professionnel. La personne-là menace son travail, mais ensuite de ça, ben dans ta gestion, tu gères les problématiques, tu perds du temps, tu es obligé d'engager une ressource que tu dois former. Tu sais, je veux dire, le calcul est facile à faire. T'es bien mieux de voir d'être en prévention puis voir la santé mentale de tes employés plutôt que de dire ben oui, si je presse le citron jusqu'à la fin, puis si ce citron-là est plus bon, ben on passe à un autre. L'avantage du plein emploi présentement, ça va être un peu ça. On va penser un peu plus à nos ressources parce que après ça, comme il y a tellement d'offres, avant c'était pas le cas. Puis je veux dire, faut que tu travailles ta marque employeur, faut qu'il y ait justement que ça soit mieux pensé, que ça fasse du sens dans la mission, pour les employés. Tout ça est un tout. Je veux dire, on gère plus dans le capitalisme. En fait, je dis pas que ça se fait pas, ça se fait encore plein, ça n'a pas changé, mais j'aspire à ce qu'il y ait de plus en plus d'entreprises qui le fassent comme ça. Faut que ta culture permette de lever la main. Oui. Ouais. Oui. Baby-foot, ping-pong, c'est pas compliqué, même si les gens travaillent 80 heures par semaine. Vas-y encore dans le micro, Francis, pour voir. Ouais, ça, c'est actuellement, le mode start-up technologique, c'est vraiment le monde que je connais le plus qui donne, justement, en plein emploi, il y a une concurrence entre les employeurs, le salaire est quelque chose, mais il y a aussi des supposés bénéfices autour. Et désolé, c'est plein de BS, là. C'est comme, oui, t'as une table de baby-foot, mais tu travailles 95 heures. C'est comme, ça fait aucun sens. Puis, malheureusement, c'est culturel. C'est une approche effectivement très culturelle, très transposée Silicon Valley ici. Mais, désolé, là, mais non. De donner un équilibre, il y a une culture d'entreprise. Puis la culture d'entreprise commence avant même que l'entreprise soit créée sur un équilibre. Puis moi, étant malade, je peux vous dire, ma culture d'entreprise, je suis le chien de garde de notre culture parce que je veux pas que personne tombe malade comme moi. Puis, ce n'est pas en leur donnant des baby-foot ou du ping-pong que ça va aider. C'est vraiment en les écoutant puis en ayant des périodes où ils peuvent créer. De la bienveillance. Si je peux rebondir sur ce que tu dis, dans le fond, puis oui, dans le culture d'entreprise, mais par rapport à vous-même aussi, ce que vous faites comme self-care, là, c'est pas une excuse pour travailler plus fort après. Donc, mieux travailler, pas plus travailler. Ça va être la solution. Puis justement, d'essayer de patcher avec des petits bobos de bombes de bain loches pour enlever tout le stress de votre journée, ça enlèvera pas le fait justement que vous travaillez 90 heures par semaine. Donc, c'est un problème systémique, il faut une solution qui est systémique. Donc, il y aura pas une petite pilule qui va tout régler. Là. Non, tout à fait. Je vais me diriger vers vous. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Est-ce que ça lève la main? Super. Donc, soit vous parlez très fort ou soit je la répète au micro parce qu'on n'a pas de micro pour circuler dans la salle. Alors, votre question. En projetant fort. Donc, vous avez un récit. Dans le genre, les racines culturelles sont tout en train de faire énormément l'acceptation, la prise en charge, la supplémentaire. Selon vos expériences, concrètement, comment est-ce que cette affaire change quand vous abordez le sujet de façon plus fonctionnelle? Donc, les 3 facteurs, juste les répéter, c'était l'âge, le genre et les racines culturelles. Donc, comment est-ce que ces facteurs-là affectent la façon dont on parle de la santé mentale? Est-ce que c'est bien ça? Il y a 3 heures devant toi. Une terre. Ouais, c'est ça. Il faut se donner un vocabulaire commun, déjà en partant. Il y a ça, puis il y a aussi que, puis ça revient à ce que tu disais tantôt, tu parlais d'écoute puis d'empathie. L'empathie, c'est pas de se projeter sur quelqu'un d'autre, c'est de regarder le monde à travers les yeux de l'autre personne. Donc, si on a un collègue, un ami, un cofondateur, un mentor, whatever, ça va se présenter de manière différente, c'est sûr. Puis tu parlais d'acceptation des soins.
quand on parlait tantôt des milléniaux qui, puis le millénarios, je le sais plus, là, mais qui, eux autres, là, nous, moi, qui acceptent plus, qui parlent plus de ça, c'est sûr qu'il y a un impact. Puis c'est malheureux parce que les générations plus âgées, c'est leur santé physique qui finit par en souffrir. Puis ça, ben c'est un peu notre job aussi aux jeunes de le faire réaliser à, je vais caricaturer là, mais à Régent, le manager, que comme c'est important qu'il puisse en parler, puis qu'il y a une sécurité aussi qui est là présentement. C'est ça. Donc petit aparté, dans une équipe de travail, la diversité, c'est un des meilleurs prédicteurs d'une performance créative, mais ce qui permet d'avoir une bonne équipe de travail, c'est pas comme d'avoir 8 personnes qui ont un QI en haut de 150. Non, c'est s'il y a un climat de sécurité psychologique. Si les gens dans l'équipe de travail sentent que ce qu'ils vont dire va être bien reçu, il va y avoir des solutions créatives puis des solutions productives. Absolument. Est-ce qu'il y a d'autres réactions sur cette question-là? Sinon, je vais me déplacer. Il y avait d'autres mains levées. Je dirais que moi, la culture d'entreprise devrait être le dénominateur commun dans l'ensemble de l'organisation, au-delà des différences de génération, de genre ou peu importe. Je pense que quand on est capable de bâtir une entreprise qui interpelle à ses employés ou à son écosystème, parce qu'il n'y a pas juste des employés, il y a tout ça, je pense que être capable d'avoir une culture qui dit au-delà de ça, ce qui est bon, c'est l'équilibre, c'est le bien-être humain. Je pense que je veux pas évacuer la question du tout, mais au contraire, je pense que il faut trouver ce fil-là qui rejoint tout le monde, parce que les gens de mon âge vont cacher ça beaucoup. Et c'est très, très, très macho comme approche, mais moi, il faut que je me batte avec des gens qui disent qu'ils veulent me voir en cachette. Je suis bipolaire. Pourquoi tu me dis en cachette? T'es diabétique, tu te mettrais-tu dans un coin? Alors que des jeunes viennent me voir, dire, j'ai telle problématique. Wow, on peut en parler. C'est ça. Donc, c'est là que je pense que la culture doit être ce lien-là puis amener la discussion beaucoup plus élevée. C'est la haute direction qui va déterminer ça. C'est pour ça que le PDG de Bell qui prend la parole, à toutes les fois qu'il prend la parole, il va parler de santé mentale. C'est pour ça que c'est tellement puissant. C'est visible, puis c'est loud. Merci. Donc, on a une autre question ici. Je vous invite à parler fort, sinon j'essaie de répéter dans le meilleur de mes capacités. Oui. Ah, ben, avec plaisir, mon Dieu. Merci. Donc, oui. Puis après, si vous avez des questions, ça me fera plaisir d'y revenir. Donc, le jeu de cartes étant, en fait, qu'on a créé parce que, moi aussi, comme je donne des cours sur la créativité, on se rendait compte que quand les gens sont trop stressés, on avait de la difficulté, en fait, à faire en sorte que les gens soient créatifs. Donc, on a créé un jeu qui s'appelle ETA, comme Estimate Time of Arrival en anglais. Donc, quand est-ce qu'on va y arriver à ce nouvel état d'être, de pleine conscience au travail? Et puis, en français, ben, une transformation d'état. Donc, on pige une carte à chaque lundi. Et là, si j'en pige une au hasard, ah ben là, c'est ta marque de commerce. Donc, quelles sont tes 3 valeurs fondamentales qui te tiennent à cœur? Les respectes-tu au quotidien? Comment les rendre plus vivantes cette semaine? Et comment pourrais-tu les allier à celles de ton entreprise? Donc, c'est des cartes qui traitent donc de comment on peut gérer nos pensées, nos émotions, notre corps, comment on peut être en relation avec nos collègues, mais aussi avec notre environnement. Mais c'est fait dans des mots qui sont très corporate, donc c'est très business, dans un look agréable. Puis ça vient avec un petit cube, on peut mettre la carte sur notre bureau. Donc, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on invite les gens à poser la question le lundi, puis après les équipes travaillent là-dessus toute la semaine. Donc, c'est Vibrant qui a testé notre pilote au début, avec qui on a développé le jeu. Et eux, chaque personne avait un jeu. Et là, donc, il y avait des petites équipes qui se créaient. Il y avait la carte, par exemple, trop d'heures à l'ordinateur. Donc là, ils faisaient tous le même étirement en même temps pour éviter d'être bossus à la fin de leur jour. Donc, enfin, ça me fera plaisir de vous en parler davantage. Merci pour la question. Moi, je vais vous retourner une question à vous parce que tout à l'heure, on se demandait, est-ce que on devrait intégrer dans les formations, en fait, de l'entrepreneuriat, est-ce qu'on devrait intégrer la santé mentale dans les formations? Donc, si vous pensez que ça serait une bonne idée de parler de santé mentale quand on fait des formations en entrepreneuriat, je vais vous inviter à lever la main. OK. Alors, la réponse à votre question, souriez. Vous êtes photographiés. Et messieurs, dames, les panélistes, je vais vous inviter à peut-être avoir un petit mot de la fin avec quoi vous aimeriez laisser les gens dans l'audience. Et je vous rappelle qu'après, on sera disponible si vous avez des questions plus personnelles ou si vous avez envie, vous êtes timide, vous voulez pas parler devant tout le monde, mais vous aimeriez peut-être poser une question à quelqu'un en particulier, ben on va rester et on sera là. Donc,
Mot de la fin. Oh, tu me regardes moi? Ben, je parle à vous en général. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer avec un mot de la fin? Moi, j'ai 3 enfants. On tombe dans l'entrepreneuriat comme on devient parent. Avec comme une communauté, on part de zéro, puis on va bâtir de quoi tous ensemble. Mais c'est important de se donner de la bienveillance. C'est important de comprendre que c'est un processus, qu'on va devenir meilleur avec le temps, mais qu'on sait pas tout, puis qu'on sera pas bon dans tout. Merci. Francis, as-tu l'appel du mot de la fin? De s'entourer. Vraiment, c'est l'équilibre vient des autres, vient pas nécessairement de nous-mêmes. Comme tu l'as vu, les clientèles de pression aussi, c'est de bien s'entourer. C'est pas évident. Faut dire non à des gens aussi qui veulent nous entourer, mais qu'on veut peut-être pas nécessairement. Puis c'est aussi important que les bonnes personnes et évacuer les mauvaises personnes. C'est 2 éléments archi importants. Que ce soit vos cofondateurs, peu importe quoi. C'est vraiment, vraiment important. C'est de vous entourer parce que c'est les personnes qui ont une distance par rapport à ce que vous vivez. Et je pense que c'est ça le point que j'ai appris dans les 2 dernières années, c'est vraiment cette stabilité-là par les autres. J'ai-tu le droit à 2 petits mots de la fin? Ben oui. Le premier, ça viendrait de mon expérience personnelle. Comme je t'ai dit, j'ai été entrepreneur. Sachez si c'est le moment de partir. Moi, ça a été rough. Mais c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Puis ce que j'ai appris en entrepreneuriat, ça me donne un avantage incroyable en recherche et en enseignement. Puis j'ai pris la meilleure décision de ma vie à ce moment-là. Mes cofondatrices continuent, on se parle encore, ça va bien. Ça se peut que ce soit le moment de partir. Puis c'est pas la fin du monde. Deuxième mot de la fin. On parlait, mais Francis qui a parti Founders Mental Health, puis moi, je suis allée dès le départ. Je l'ai vu, premier truc. Hey Francis, faut qu'on se parle. Il y a des choses qui s'en viennent. On commence à avoir des discussions avec différents acteurs en entrepreneuriat à Montréal. On vous s'était dit plutôt que on sait pas beaucoup comment la communauté montréalaise va, comment nos jeunes entrepreneurs vont. D'ici une couple d'années, on va le savoir assez bien. Si tout va comme nos plans vont. Donc suivez-nous dans les prochaines années. On devrait avoir plusieurs initiatives très intéressantes pour vous autres. Merci Laurence. Nicolas? Faut apprendre à dire non. Ça, c'est très important dans se surmener. Hein. Si on n'apprend pas à dire non, moi, ça fait partie aussi, moi, de mon parcours, de mon cursus. Si on dit toujours oui, ben c'est là qu'on se brûle. C'est pas grave de dire non, on a le droit. On a le droit de se tromper aussi. On a le droit de dire oui puis non après. Première des choses. Puis l'autre, je l'ai mentionné, décrocher des cellulaires, des écrans, tout ça. Donnez-vous du temps pour vous. C'est pas vrai que dans un monde de productivité, de spontanéité, d'instantanéité, que vous allez avoir le bon équilibre. C'est pas vrai que cette machine-là va vous rendre plus équilibré. Oui, c'est plein d'informations, c'est bien utile. Mais à un moment donné, c'est le temps d'éteindre, de décrocher, de partir. Moi, quand je vais au chalet, je pars pendant un week-end, j'ai l'impression que c'est une semaine de congé parce qu'il n'y a pas de TV là-bas, puis j'essaie de pas toucher à mon cell à part savoir quand est-ce que mes amis arrivent. Fait que ça, c'est super important, puis je pense que les gens sous-estiment le pouvoir machiavélique de ces machines. Merci beaucoup, Nicolas. Moi, tu me fais penser parce que avec mon amoureux cet été, on a fait de la vanne. Donc, nous, ça a été de cette façon-là qu'on s'est promené à travers le Québec, à découvrir le Québec, puis à décrocher parce que sinon, comme entrepreneur, on peut travailler jusqu'à minuit le soir, jamais s'arrêter. Il y a tout le temps quelque chose à faire. Heureusement que je fais du yoga, mais ça, comme on le disait tantôt en blague, c'est pas parce qu'on fait du yoga que ça résout tout, bien que des fois, ça fait vraiment du bien au corps et à l'âme. Donc, je veux vraiment vous remercier parce que c'était très agréable de vous écouter, mais aussi, on a senti une belle écoute entre vous et puis un beau partage. Donc, c'était vraiment le fun. Donc, merci infiniment. Merci à vous d'avoir été présents. Je vais céder la parole à Nada pour le dernier mot de la fin. Merci. Je pense la première chose, wow, et une bonne main d'applaudissements à nos panélistes. J'ai pris plein de notes. Il y a plein d'idées. Ça a fourmillé. Moi, ce que j'ai retenu, la clé, c'est d'en parler. Puis de parler, de choisir avec qui parler, ne serait-ce que d'aller prendre un café avec un ami. Je pense que des fois, on leur dit, je veux juste que tu m'écoutes, tu parles pas, tu m'écoutes. Je le fais. Et je l'ai choisi pour chacun des sujets que je veux parler, que je veux ventiler. Je choisis avec quel ami. Donc, je le fais. C'est quelque chose que je pense que vous avez mis le doigt là-dessus. Et moi, ce que je retiens, doser le stress, parce qu'il y en aura, et il faut le doser. Puis après ça, moi, ce que je vois aussi, c'est la réussite, c'est de dire, j'ai réussi à mettre mes priorités à la bonne place.
Donc, je pense que ça va résumer à tout le monde. On a la priorité d'aller, je sais pas, escalader le mont Everest. Mettez-le à la bonne place et non pas l'entrepreneuriat. Et je pense qu'il y a aussi les consultants. Marie-Ève, en tant que travailleur autonome, tu es toute seule, mais tu as toute une communauté. En tant que consultant, on vit du stress aussi, mais de savoir décrocher, parce que tu l'as bien dit, on travaille, on sait pas quand on arrête. Je pense que de décrocher, c'est bon. Moi, j'ai entendu aussi les milléniaux. J'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Carole Alain. Je sais pas si vous le connaissez. C'est un conférencier, puis quelqu'un qui a écrit des livres sur le choc des générations. Et le premier livre qu'il avait écrit, c'était Les enfants rois, dans les années 80, puis il s'est fait taper sur les doigts dans la société québécoise. Il m'a raconté des conférences qu'il faisait et le choc des générations où on est rendu les baby boomers avec les milléniaux, et les milléniaux, leur vie de travail, c'est leur vie sociale. Faut faire attention. Le travail n'est pas la vie sociale. Oui, on a nos amis. Nicolas, tu l'as bien mentionné, c'est nos amis qui deviennent nos amis de bureau. Quand nos amis sont nos collègues de bureau, il faut trouver du temps en dehors du bureau et parler et aller se déchaîner. C'est ce que j'ai promis à mon équipe. On va aller se déchaîner en dehors du bureau. Quand on est en bureau, c'est pas de la vie sociale, parce qu'on va parler de bureau. Donc il faut doser. Une autre affaire, le système Google. Moi, j'ai visité quand Google a ouvert son bureau ici. C'est incroyable. Ils attirent les gens pour vivre là-bas. Il y avait un mur d'escalade, il y a une salle de musique, il y a une garderie, il y a une salle de lavage, il y a une salle de douche pour que les gens travaillent nuit et jour. Non, s'il vous plaît, non. Puis c'est débile, mais on se sent tellement bien qu'on veut plus rentrer chez soi. Non, je suis d'accord avec vous, décrochons. Alors décrochons ensemble en santé. Moi, j'aimerais remercier nos panélistes, mais ça me tient à cœur de remercier mon équipe, Géraldine, Roxane, Émilie, Cédric. Merci pour la belle organisation. Une bonne main d'applaudissements parce qu'ils ont travaillé fort. Moi, je vais vous inviter. Il y a un beau cocktail à l'extérieur. Sortez. Nos panélistes vont être là. Il y a des bonnes choses qui vous attendent et vous allez pouvoir réseauter. Alors, merci encore et suivez-nous. Puis, bonne relaxation.